Bienvenue à la Cinémathèque Suisse pour cette soirée consacrée à Ambassade, un film qui a été présenté aux Journées de Soleure en janvier. Daniel Wyss, son réalisateur, nous fait le plaisir d'être là ce soir. Donc Daniel, je pourrais presque dire qu'il est bien connu de nos services, et lui aussi nous connaît très très bien, puisque ça fait de très très longues années qu'on l'accueille ici pour ses nouveaux films, pratiquement tous les 2 ans. Pas plus tard qu'il y a exactement 2 ans, presque jour pour jour, Daniel était ici présent pour nous présenter son nouveau documentaire qui était consacré à Dieu de la Murat, un conseiller fédéral plutôt atypique et très vaudois, un portrait tout en nuances et qui mettait notamment en évidence toute l'action qu'il avait menée pour rapprocher les Suisses de l'Europe. Alors ce soir, on reste dans la politique, qui est le grand sujet de Daniel. La politique qui va nous emmener beaucoup plus loin, bien au-delà de nos frontières helvétiques ou européennes, puisqu'on va se rendre au Moyen-Orient, dans un pays qui a une importance géostratégique tout à fait particulière et qui fait souvent la une de la presse en ce moment, vu les sanctions économiques à son encontre. Je veux bien évidemment parler de l'Iran. Et on va revenir donc sur cette fameuse révolution il y a 40 ans, avec en point de mire cette prise d'otage à l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Donc pour parler de ce film, j'ai le plaisir tout d'abord d'inviter sur scène Frédéric Pfiffer, qui est dans la salle, qui est de la RTS, de l'unité documentaire, et qui dirige également Histoire vivante, cette fameuse émission de la RTS. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci. Alors, est-ce que peut-être vous allez nous parler de ce projet, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet et comment vous l'avez financé ? Bon, en fait, quand Daniel est venu nous voir avec le projet, avec le producteur de Climage également, on était très enthousiastes parce que c'est à la fois une ouverture sur le monde, sur l'Iran, et on sait aujourd'hui ce qui se passe en Iran exactement entre les États-Unis et l'Iran, et le rôle que la Suisse a joué à l'époque, qui a essayé de trouver une solution dans cette prise d'otage. Finalement, c'est les Algériens qui ont trouvé la clé. Mais c'est intéressant de voir en fait cette résonance entre hier et aujourd'hui, et ça s'inscrit vraiment dans cette case histoire vivante qui est à la fois histoire 20e siècle et géopolitique. Donc c'était fait pour nous, je crois. Magnifique. Restez peut-être avec nous. Alors j'appelle maintenant Daniel Wyss. Merci Daniel de te joindre à nous. Merci. Est-ce que tu veux dire quelques mots ou appeler quelques personnes sur scène ? Volontiers. Voilà. Alors, tout d'abord, merci à la RTS d'avoir coproduit ce film. Merci à Cinéforum de l'avoir soutenu. Merci à l'Office fédéral de la culture de l'avoir soutenu. Et merci ce soir à la Cinémathèque de nous accueillir ici dans cette belle salle. Ce soir, c'est un peu la fin d'une boucle parce que il y a 4 ans, 5 ans, en 2014, on a présenté ici La barque n'est pas pleine, un film historique. En 2015, on a montré ici Atterrissage forcé, et aujourd'hui, on boucle cette boucle. D'ailleurs, vous pouvez trouver des DVD et les acheter à la sortie pour la modique somme de 1. Et puis, voilà. Mais pour revenir à Ambassade et à ce qui nous a un peu travaillé, moi j'aimerais profiter de... Aujourd'hui, 40 ans après ces fêtes, on lit la presse, on regarde la télévision et on se rend compte que l'Iran est sur la bouche de tout le monde. Et cette tension très difficile entre les États-Unis et l'Iran, qui pourrait peut-être aboutir à une guerre demain ou après-demain, c'était une situation qu'on avait vraiment vécue il y a 40 ans. Et il a fallu, on va dire, la tête froide d'un Jimmy Carter et la bienveillance et vraiment la compétence très dure et très solide d'une poignée de diplomates allemands, suisses, algériens, américains et iraniens pour faire en sorte que cette affaire puisse se faire. Et je trouve que l'importance de raconter cette histoire aujourd'hui, 40 ans plus tard, et de raconter l'importance de la diplomatie, c'est aussi pour ça, pour peut-être arriver à résoudre des conflits, d'en parler, de faire le médiateur. Et voilà, je vous souhaite après ça une bonne projection. Et puis à l'issue du film, on en parlera un peu plus longuement. Merci. Merci à toi. Et à tout à l'heure. Et puis je précise d'ores et déjà que suite à la discussion, un apéritif vous sera offert au bar du Capitole. Merci, à tout à l'heure. Soyez pas timide. Bravo.
Est-ce que quelqu'un de l'équipe du film aurait voulu peut-être ajouter quelque chose, ou a une petite question, une intervention? Les conditions de tournage, je voulais quand même vous entendre sur comment ça s'est passé, si les uns les autres vous avez beaucoup voyagé, ou comment vous êtes un peu répartis les rôles. Alors, c'est toujours un peu compliqué quand vous allez à l'ambassade iranienne à Berne et vous dites oui, j'aimerais faire un film sur la révolution iranienne, puis j'aimerais si possible filmer le lieu où il y a un crash des Américains, où vous faites une manifestation anti-américaine, et aussi filmer l'ancienne ambassade américaine. Mais étonnamment, ils ont dit d'accord à peu près à tout. Ça a pris beaucoup de temps, ça a pris 2 ans de négociations, mais à la fin, nous avons été à peu près là où on pouvait. Et puis j'étais assez surpris parce qu'à quelque part, moi j'ai lu pas mal de livres, on a beaucoup discuté avec Leili aussi, elle a lu pas mal de livres, et puis en discutant de choses et d'autres, à un moment donné on dit « Ah ouais, moi j'adorerais interviewer cette vice-présidente iranienne qui était preneuse d'otages ». Et puis j'ai demandé à mon fixeur iranien, Mehdi Abdelazadeh, qui n'est malheureusement pas là ce soir, « Tu crois qu'on peut l'avoir ?» Et puis il m'a dit ouais écoute moi j'ai fait des études à l'université avec son adjoint donc peut-être. Et puis en effet on avait un rendez-vous et elle nous a demandé qu'on lui écrive les questions à l'avance et puis voilà il y avait des choses dont elle voulait pas parler mais en général elle a quand même joué le jeu et puis voilà je trouve que c'est quand même un personnage assez fascinant et non on a été voilà certes qu'on a probablement été espionné, qu'ils savent maintenant beaucoup de choses sur moi, mais enfin, de toute façon, voilà, j'ai un smartphone, tout le monde sait beaucoup de choses sur moi, donc voilà, c'est pas grave que le service de renseignement iranien sache des choses sur moi, je leur en veux pas. Enfin, et l'équipe, peut-être une réaction à chaud sur ce tournage. Est-ce que ça a été compliqué pour vous, différent d'autres documentaires que vous avez peut-être tournés avec ou sans Daniel d'ailleurs? Bonsoir, je m'appelle Leili. Pour moi, ça a été vraiment une expérience extraordinaire de participer à la réalisation de ce documentaire, étant d'origine irano-américaine. Donc c'était tout un chemin initiatique pour moi qui était très puissant. Et voilà, je reviens peut-être juste sur la scène où on voit John Limbert, qui était donc otage et qui parle avec Khamenei, qui est l'actuel guide de la République islamique, donc qui est celui qui prend les décisions exécutives en dernier ressort, et puis qui parle du Taruf et puis de la culture iranienne. Et je trouve extrêmement fort, en fait, pour un ancien otage qui a vécu tout ce qu'il a vécu, qui puisse parler encore aujourd'hui de l'Iran avec ces mots, et puis qui réussissent à se mettre à la place de l'autre, en fait, même dans cette situation complètement extrême par rapport à la négociation. Et voilà, je suis profondément affectée par ce qui se passe aujourd'hui entre ces deux pays. On ne sait pas exactement quel est le sort de l'Iran dans les jours qui suivent. Et puis j'ai envie de penser que voilà, on peut encore réfléchir à des nouvelles formes de diplomatie qu'on peut mettre en place, qui sont possibles, où vraiment on peut réussir à se mettre à la place de l'autre pour essayer de se comprendre mutuellement. J'espère qu'on peut continuer dans ce chemin-là, en tout cas que la nouvelle génération peut aller dans cette direction-là. Voilà. Alors, juste pour revenir un peu au niveau du tournage, enfin, justement, on a eu toutes les autorisations qu'il fallait, donc c'était même presque plus facile de filmer finalement en Iran qu'aux États-Unis. Ils nous laissaient aller où on voulait finalement, personne qui nous embêtait, personne qui nous dérangeait. Donc non, on a été plutôt extrêmement bien accueillis en Iran, quoi. Merci beaucoup. Merci. Peut-être à ma droite, mademoiselle. Ça, c'est des gens de la post-production, donc ils ont voyagé par procuration, si on veut bien, donc voilà, c'est un peu compliqué. D'accord, merci beaucoup. Vous pouvez peut-être rejoindre vos places, je garde Daniel. Merci infiniment. Et Daniel, je voulais juste peut-être revenir à la genèse de ce projet, qui est quand même très, très original, et cette rencontre un peu improbable que tu as faite dans ton pays d'origine, je crois, oui, si oui. mes infos sont Donc bonnes. moi, je ne suis pas iranien, même si mon visage prouve le contraire. Je suis sud-américain, je viens d'Équateur, et moi, j'ai toujours voulu faire un film sur... Enfin, je me suis toujours demandé pourquoi la Suisse, quel rôle elle avait encore à jouer
dans la cour des grands. Et puis, les bons offices, c'était vraiment cette réponse. Et j'avais toujours le fantasme de faire un film sur Cuba, les relations qu'on avait avec comment on jouait l'intermédiaire des États-Unis à Cuba. Et puis voilà, j'ai fait quand on a rendu l'ambassade à Cuba aux États-Unis, j'ai fait quelques recherches. Je me suis rendu compte que tous les gens qui avaient participé à ça étaient malheureusement décédés. Et puis j'ai montré en 2016 La barque n'est pas pleine en Équateur dans un festival. En mai, et j'ai rencontré la personne qui était alors ambassadeur de Suisse en Équateur, Pascal Descoster. Il m'a invité à manger à midi et on a discuté autour d'une table de politique, de la Suisse, du quartier Sougar à Lausanne, des choses comme ça. Et puis à un moment donné, je lui dis mais est-ce qu'on peut encore faire des choses en tant que diplomate? Je sais pas moi, l'Iran en 79, c'était super important ce qu'on a fait. Et il m'a dit vous ne croyez pas si bien dire, c'était ma première mission. Et là, je me suis dit, ah bah voilà, ça c'est super, je fais un voyage dans mon pays d'origine et je sors avec l'idée d'un film, une promesse, qu'ensuite, voilà, après il m'a dit, allez voir l'ambassadeur Lang, il est encore là. D'ailleurs, je profite pour saluer la présence de l'ambassadeur Lang qui est ici présent, et de son travail, que vous pouvez applaudir, de Pascal Descoster, évidemment, qui est aussi présent. Si vous pouvez peut-être vous lever. Je crois qu'il y a toute l'équipe, une grande partie de l'équipe. Il y a quand même encore beaucoup de gens de l'équipe de l'ambassade suisse à Téhéran de cette époque qui sont présents ici, qui sont un peu dans le film à la fin. Voilà, c'est vrai que... Où vous cachez-vous? Bon, voilà. Bon, voilà. Donc juste... Ah, voilà, bravo. Bel effort. Bravo. Bravo à vous. Bravo. Alors je crois savoir qu'en fait il va y avoir quelques prolongements à ce projet, même deux. Alors, il y a différents prolongements. D'une part, j'ai été un peu... voilà, je pense qu'on va montrer ce film aux États-Unis, aux ambassades et consulats suisses aux États-Unis, parce que maintenant, on veut communiquer positivement sur notre action et peut-être montrer aux Américains que c'est utile et que la diplomatie est quelque chose d'important, j'espère en tout cas. Donc voilà, j'ai fait une version anglaise de ce film. Je me réjouis de voir quel écho il aura aux États-Unis. Je sais que les otages qui sont dans le film l'ont vu et m'ont donné des échos plutôt positifs et m'ont dit que voilà, c'était une version de l'histoire qu'ils ne connaissaient pas, forcément. Et puis ensuite, avec Leili, on a un projet de pièce de théâtre, plutôt à l'automne 2021, The Glass Room. Donc au fond, si vous regardez, à un moment donné dans le film, on visite l'ambassade iranienne, enfin l'ambassade américaine à Téhéran, qui est devenue un musée. Et au centre de cet endroit, il y a une pièce qu'on voit pas dans le film parce qu'on l'a éliminé au montage, mais qui est une pièce en verre, qui était la salle des négociations secrètes de la CIA. Et puis on a un peu discuté avec Leili de comment, de pourquoi, et surtout de ce lieu. Peut-être que c'est ce lieu, dans ce lieu-là, cette petite pièce de 20 mètres carrés au milieu de l'ambassade américaine à Téhéran, qui est la source de tout ce problème. C'est peut-être là que les Américains ont décidé du coup d'État en 1953 contre Mossadegh. C'est peut-être là, et par là, voilà, en ce lieu se cristallise toute la haine et tous les différends entre l'Iran et les États-Unis depuis pratiquement 60 ans. Donc vous allez peut-être en faire une pièce. Oui, je pense je peux vous assurer qu'on va faire une pièce, on vous invitera tous, j'espère que vous viendrez le voir. Et voilà. Et quand est-ce que vous montrez le film en Iran? Ah, ça c'est plus compliqué, mais on a aussi on y travaille. Cette année, la Suisse célèbre les 100 ans des relations diplomatiques avec l'Iran. On a construit notre premier consulat à Téhéran en 1919. Donc l'ambassadeur suisse à Téhéran, M. Leitner, Marcus, nous a dit qu'il serait ravi de montrer ce film en Iran. Évidemment, pour des raisons évidentes, ce film ne passera pas le comité de censure, mais on peut toujours le projeter à l'ambassade de Suisse.
Hein, parce que voilà, et c'est ce qu'on pense faire, et on va inviter certainement des cinéastes iraniens et des gens voilà, de la diplomatie pour voir ça. Je me réjouis si on peut faire ce voyage-là. Magnifique. Est-ce qu'à ce stade, il y a déjà des questions du public ne vous gênez pas de tendre votre bras, levez bien en haut. Il y a déjà des personnes. Ah, je crois qu'il y a déjà une question au fond. Il y a 2 micros qui circulent dans la salle. Bonsoir, merci pour ce film, vraiment génial. Vous avez peu évoqué la vie des otages dans l'ambassade. Est-ce qu'ils étaient visités par le personnel diplomatique? Est-ce qu'ils vivaient... On ne peut pas vivre bien, mais sur une échelle de 1 à 10, c'était... Quelles conditions est-ce qu'ils avaient ou le CICR, je sais pas ce que... Alors, ça a été très variable. Les seules personnes extérieures qui les ont visités, c'était le CICR, à 2 ou 3 reprises. Et puis, ça dépendait. On a organisé une fête de Noël, par exemple, pour les otages, qu'on a mis en scène pour pouvoir montrer au monde entier qu'on les traitait bien. Moi, des discussions qu'on a eues avec les otages, on a évidemment parlé de leurs conditions de détention. Ils me disaient surtout, le grand problème, c'était l'ennui. On n'en avait rien à faire, en fait. On était déconnectés du monde. Pendant 1 année et demie, on n'avait pas accès au... John Limbert, il m'avait dit que voilà, grâce aux Suisses, il avait reçu à un moment donné un paquet de son épouse qui était aux États-Unis, et dans ce paquet il y avait 2 livres, 2 pavés. Il y avait un bouquin de Tolstoï et puis un autre, les mémoires de Nixon ou je sais pas quoi, ou de Kissinger, les premières mémoires, et puis c'était un bouquin qui faisait 2 livres de 1000 pages, et il avait compris grâce à ces 2 livres que sa femme voulait lui faire passer un message comme quoi il allait rester là-bas très très longtemps, et que voilà, c'était comme ça. Et mais sinon voilà, ils ont mangé avec ils ont survécu à ça, et je trouve fou que finalement un personnage comme Tom Seth dise à la fin, voilà, j'ai perdu 1 année et demie de ma vie, mais en fait quand les Iraniens ils signent un accord, on peut s'y fier. Et je trouve important de le dire et de montrer peut-être que oui, en effet, ça a été des conditions extrêmement dures, mais il y a de l'espoir. Enfin, c'est peut-être illusoire, mais on espère très fort. Et une autre peut-être une autre question du public à droite. J'ai une collègue iranienne aussi dans la salle. Je ne sais pas si elle veut intervenir, Marat, sans toi libre. Ah, voilà. Oui, bonsoir. Passionnant ce documentaire. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans tout le mécanisme. Si on pense tous les documents qui ont été passés à la machine, comment ça se fait que la CIA, tout l'espionnage américain n'a pas réussi à sentir venir les problèmes? Est-ce que, ma question précise est-ce que c'est le Shah qui, pour pas perdre la face, a quelque part court-circuité les informations, et que, à un moment donné, c'était trop tard? Comment ça se fait? Je pense qu'il y avait de ça, en effet. Il y avait aussi le problème que l'ambassadeur américain à l'époque avait essayé de jouer un coup juste avant la chute du Shah, en essayant d'appeler les généraux iraniens et leur disant on va faire un deal entre nous et puis on verra vers qui, passation et tout ça, et que le Shah avait très mal pris cette affaire. Donc cet ambassadeur avait été renvoyé juste avant la révolution aux États-Unis comme persona non grata, et il y a eu, mais finalement à quelque part il y a un Américain qui le dit. Il est dit, on était aveugles, on voyait que le Shah. Les habitants de l'Iran, ces 30 millions de personnes, on ne les connaissait pas, on ne savait pas qui c'était. Et si on regarde un peu ce qui s'est passé, et ce qui risque même de se passer aujourd'hui, ce qui s'est passé en Irak, et ce qui risque peut-être de se passer aujourd'hui en Iran de nouveau, les Américains, ils lisent pas des livres d'histoire. Je suis navré de dire ça, mais ils comprennent pas. Et il y a des gens extrêmement compétents qui travaillent pour eux aux affaires étrangères, qui parlent des langues, qui comprennent. Ils ne communiquent pas. Il y a une scission très marquée entre le département des affaires étrangères et les conseillers
du président. Et là, il y avait aussi une scission très importante entre Cyrus Vance et Brzezinski, qui ont jamais réussi à s'entendre sur ce dossier iranien et sur ce qu'il fallait faire vraiment très en amont. C'est une situation qui a complètement dégénéré, en fait. Une autre question, peut-être? Oui, non, moi j'en ai encore. Ah, monsieur, ici, devant, à droite. Merci. Levez la main. Merci. Yvan Lelay, je travaille à la DDC, la coopération suisse. Je voulais juste souligner que ce que la Suisse a construit, j'ai l'impression, avec cet événement, c'est un capital de confiance vraiment sur la longue durée, puisque l'Iran a proposé à la Suisse de faciliter le dialogue avec la Syrie en 2013. Et ça dure encore aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à ce capital de confiance très important et qui, effectivement, a permis d'améliorer certaines conditions de travail sur le plan humanitaire en créant un canal parallèle à celui des Nations Unies. Et ça, je pense que c'est vraiment des choses qu'on doit voir plus globalement que l'événement lui-même. Donc, la politique des bons offices est là, j'espère, encore de l'avenir. Voilà. Vous avez entièrement raison et j'ajouterais même aujourd'hui, depuis peu, nous gérons les bons offices au Venezuela. Donc nous faisons ce qu'on a fait en Iran auprès des États-Unis à Caracas. Donc cette tradition, elle continue. On l'a fait à Cuba avec succès, enfin plus ou moins. Enfin, à vous de voir, mais oui, c'est quelque chose où on a peut-être encore, en effet, une carte à jouer extrêmement forte et on a des gens très compétents qui arrivent à faire ça, oui. Si une personne de l'équipe qui était à l'époque des faits à Téhéran veut intervenir aussi, elle est évidemment la bienvenue pour un commentaire ou toute autre question. Monsieur Descoster notamment, ou Monsieur Lang. Peut-être juste le temps que vous preniez la décision de lever la main, poser encore une question par rapport au film qui vraiment, ton documentaire prend un peu le contre-pied de ce film sorti en 2012 qui s'appelait Argo. Tu vas nous expliquer pourquoi Argo, c'est vraiment assez passionnant, qui était un film qui revenait justement sur l'exfiltration de 6 otages américains via l'ambassade du Canada qui ont fini par atterrir à Zurich. Et qui est un film qui a été extrêmement bien noté par la critique, mais aussi beaucoup critiqué, notamment par les gouvernements tels que le Canada, puisqu'on avait l'impression que la CIA avait fait à peu près tout le job et pas les autres États présents les diplomates présents sur le terrain. Donc est-ce que tu veux peut-être nous en dire quelques mots? Alors au fond, quand on a débarqué dans cette ancienne ambassade, la première question que notre guide nous a demandé, c'est « Avez-vous vu le film Argo ?» J'ai dit « Oui, bien sûr, évidemment, et vous ?» Et puis elle m'a dit « Oui, on regarde tous les films américains. Vous pouvez voir les sous-titres qu'on télécharge en premier sur les plateformes de téléchargement, c'est les farcis, toujours, on adore le cinéma américain. » Donc j'étais tout à fait surpris, et puis elle m'a dit « Tout est juste jusqu'à la minute 15. » Et après, c'est que des mensonges. et à quelque part, j'étais forcé de constater que c'était assez vrai. Mais voilà, en discutant aussi avec Pascal Descoster ou Eric Lang, on s'est rendu compte qu'eux-mêmes étaient plus ou moins au courant ou pas des affaires. Si je ne m'abuse, Monsieur Lang, vous connaissiez très bien l'ambassadeur Ken Taylor qui était canadien. Et à un moment donné, il vous a dit simplement, à partir d'aujourd'hui, on ne se connaît plus. On ne s'est jamais rencontrés. Tu comprendras pourquoi ou pas. Et ça s'est passé comme ça. Et puis c'est vrai qu'il y avait tout un truc de l'impossibilité de dire, même les histoires qu'on raconte aujourd'hui, c'est quand même des histoires qu'on n'a pas écrites, qu'on n'a pas racontées très souvent. Il y a tout un truc de comment on raconte les choses un peu de... Voilà, les archives de cette affaire iranienne par rapport à la Suisse ne sont pas ouvertes à Berne. Si vous allez aux archives fédérales, c'est une affaire en cours et on ne sait pas tout. Toutes les négociations secrètes et tout ça, on les connaîtra peut-être un jour si les Américains et les Iraniens font la paix, probablement. Mais jusque-là,
pas vraiment. Et puis juste peut-être pour la petite anecdote, Argo c'était le vrai nom de code de la mission et du scénario, du faux scénario que la CIA avait inventé pour exfiltrer ces 6 otages. Et l'avion Swissair qui les amenait, c'était un DC-8. Il avait les noms des cantons suisses et c'était le canton Aargau. Donc quand ils ont débarqué en sachant et qu'ils ont vu, ils ont bien compris que voilà, ils étaient peut-être en de bonnes mains dans l'avion Aargau. Voilà. Ça. Peut-être une dernière question avant l'apéritif. Ah voilà, monsieur au fond à gauche. S'il vous plaît, micro. Merci. Bonsoir. Merci, Monsieur Wyss. Marc Oran, président de la SRT Vaud. J'ai apprécié énormément votre travail et celui de vos collaborateurs. C'est vraiment magnifique parce qu'on vit vraiment les événements, même si vous n'étiez pas sur place à l'époque. Mais on voit comment les choses se sont passées. Et ma question serait, est-ce qu'aujourd'hui, les autorités iraniennes sont plus ouvertes, plus enclines à accepter de collaborer avec l'Occident, d'après ce que vous avez pu constater? Vous avez dit que vous aviez travaillé très librement, donc c'est une question que je me pose parce que on voit que dans des pays dits démocratiques comme les États-Unis, vous avez toute la flicaille derrière vous dès que vous faites le moindre geste. On vous contrôle jusqu'à votre salive pour savoir si vous n'êtes pas de gauche. Voilà, donc est-ce que en Iran il y a une ouverture qui se montre, qui se développe? Alors oui et non. Je dirais que le gouvernement de Rouhani est un gouvernement plutôt ouvert et plutôt réformiste, disons. Ils ont fait un truc extrêmement intéressant, c'est que Rouhani a ouvert Internet, donc il y a vraiment d'excellentes connexions en Iran, il y a la 3G à peu près partout, et la 4G dans les villes, et les gens sont très connectés. N'oublions pas que l'Iran est un pays très jeune, plus que la moitié de la population ont moins de 40 ans, donc ils n'ont pas connu ni le Shah, ni Khomeini, voilà, Facebook est interdit en Iran, il y a 7 millions d'Iraniens qui ont accès à Facebook avec un VPN, pour vous dire à quel point on est dans un truc un tout petit peu schizophrène. Par contre, si on regarde, voilà, les gardiens de la révolution, le régime en tant que tel, il tient en place, et l'anti-américanisme est un pilier extrêmement important de ce régime. Et peut-être ça répond pas vraiment à votre question, au sens que, voilà, moi j'ai pas de boule de cristal. Comment les Iraniens tentent de tendre la main vers la Suisse, vers l'Allemagne, vers les gens qui ont signé le traité du nucléaire iranien. Mais à l'intérieur du pays, c'est très difficile. Et et ça c'est une vision personnelle, mais enfin, on peut la voir à Cuba, on peut la voir en Corée du Nord, on peut la voir au Venezuela et on peut la voir en Iran. Plus les Américains vont mettre de la pression sur ce genre de pays, plus le régime va être renforcé. Parce que c'est ce qui s'est passé dans tous ces pays et c'est ce qui continue à se passer aujourd'hui en Iran. À chaque fois que Trump dit on va lancer des porte-avions près de chez vous et tout ça, les gens finalement continuent de dire voilà, Ali Khamenei il a raison, c'est le grand Satan. Et s'il n'y a pas une pression de l'Occident, il y a des chances pour qu'on arrive. Et c'est ce qui s'est passé un peu sous le gouvernement de Khatami, c'est ce qui se passait un peu sous le gouvernement de Rouhani. Peut-être que la piste elle est un peu là, mais elle dépend beaucoup de qui se trouve à la Maison Blanche. Et ce problème de synchronisation, à chaque fois qu'il y a un gouvernement un peu libéral en Iran, il y a eu des gens, voilà, il y a eu Bush le fils qui a dit tout de suite non, vous êtes l'axe du mal, on va pas faire la paix avec vous. Donc il y a un problème de synchronisation. Et peut-être que ça dépendra plutôt de eux. Je pense que la population, et quand on discute avec les gens sont très formés, ils parlent des langues, c'est vraiment un pays magnifique, les gens sont très ouverts. Il y a une volonté, mais
renverser le régime, ça va être très 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 difficile et je ne pense pas que ça va arriver comme ça. On n'est pas dans ce moment-là. Enfin, je pense. Voilà. Ah, peut-être une toute dernière question de Madame au fond, à gauche. Merci. Bonsoir. Je voulais savoir, la Russie, il y a 40 ans en arrière, est-ce qu'elle a eu un rôle là-dessus? Et à l'heure actuelle, la Russie, et j'ai entendu aussi la Chine qui intervient, quels sont les rapports de force? Alors, la Russie, clairement, a eu un rôle à jouer à ce moment-là. La Russie, comme l'Iran était un peu le gendarme, sous la doctrine de Nixon, il y avait cette idée que voilà, l'Iran était un de ces pays clients qui achetait des armes et qui faisait aussi la police, un peu le tampon. N'oublions pas que l'Iran avait la plus grande frontière avec l'Union soviétique, donc forcément qu'il y avait un intérêt là à avoir quelqu'un de solide. Donc après la disparition du Shah, les Russes ont essayé quand même de proposer, on va dire, enfin d'aider les communistes iraniens à s'approcher. C'est pas eux qui ont pris le pouvoir. Et après, ils étaient un peu en retrait. Forcément, ils ont aidé et les Irakiens et les Iraniens pendant la guerre Iran-Irak, comme la plupart des pays. Aujourd'hui, la Chine et la Russie, mais d'autres, comme le Qatar, sont des alliés extrêmement importants de l'Iran, parce que c'est eux qui achètent le pétrole iranien, même sous embargo. Et quand on parle de sanctions et tout ça, pour le moment, il y a toujours des exceptions, notamment pour l'Inde, pour la Chine, pour la Russie et pour le Qatar, qui est aussi isolé, différemment, mais similairement que l'Iran. Et du coup, il y a un pont très important entre le Qatar et l'Iran aujourd'hui. Merci Daniel, merci. Merci à vous. Je vous propose encore deux choses. Il y a encore des magnifiques DVD qui sont en vente. Et surtout un apéro iranien qui vous attend avec plaisir. Et puis vous pourrez poser des questions à moi, aux gens de l'équipe et évidemment à nos anciens diplomates qui sont là. Merci beaucoup pour cette soirée. À vous. Merci, bonne soirée, à bientôt.